Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Nutrazur, laboratoire spécialisé dans les huiles essentielles par voie orale. Comment ça va? Doc Bruno parle de votre santé sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. Dans Comment ça va, aujourd'hui je reçois un grand nom de la naturopathie, Loïc Ternicien. Loïc est ingénieur, maître en prévention des risques, ce qui fait de lui un éducateur en prévention santé, auteur de nombreux ouvrages à succès sur la santé. Et Loïc, après 10 ans au Canada, a décidé de poser ses valises dans notre très belle ville d'Aix-les-Bains. Bonjour Loïc. Salut Bruno. Comment ça va? Ben moi ça va puisque c'est le thème de l'émission. C'est pour ça que je pose la question. Et comment ça va? Tu sais d'où vient cette expression? Non, mais tu vas me l'expliquer. Alors c'est comment ça, les médecins demandent à leurs patients comment ça va à la selle. À la selle, c'est vrai. C'est pas comment ça va les chalazions, mais c'est comment ça va à la selle. Je sens qu'il y a une private joke là. Non. Donc aujourd'hui on va parler de médecine de quantique et toi je pense que tu es un expert au vu du livre que je vois devant moi, la naturopathie quantique. Alors la médecine quantique, on en parle, elle est autant décriée que connue ou peu connue. Donc je suis allé chercher une définition et tu me diras après ce que t'en penses. Alors la définition officielle, c'est un dérivé de quantum, qui veut dire quantité finie et déterminée, lui-même issu du latin quantum, bon combien. Ceci parce que les grandeurs étudiées par la physique quantique prennent des valeurs discrètes, au sens mathématique opposé à continu. C'est une théorie qui décrit le comportement des objets physiques au niveau nanoscopique. Elle couvre notamment les atomes, les électrons et les photons. Dans la physique classique, un objet définit selon sa position et sa vitesse, dont on peut prédire l'évolution. C'est une belle définition. Oui, alors, elle est riche. Alors, est-ce que c'est une définition d'une boule de cristal? Parce que c'est un peu ce qu'on peut lire ici et là, que la médecine quantique ou la physique quantique, mais plutôt la médecine quantique, c'est du charlatanisme. Il faut y faire attention. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, il faut pour d'abord revenir un tout petit peu en arrière, c'est-à-dire que quand on parle de médecine quantique, il y a déjà quelque chose que je voudrais dire qui va rassurer, c'est que il est normal de penser que c'est du charlatanisme. Pourquoi? Parce que on vit dans une société qui est matérialiste, qui est basée sur un paradigme matérialiste. Un paradigme, déjà pour le définir, c'est un ensemble d'hypothèses qui permettent de construire un développement scientifique, on va dire, dans ce cas-là. Ce qui fait que notre vision du monde est basée sur le fait que la matière est immuable. Donc la matière domine sur tout. Et donc, je le rappelle, c'est basé sur des théories, des hypothèses, qui malheureusement aujourd'hui sont désuètes. On le sait depuis Einstein que la matière n'est pas immuable, qu'en fait tout est à la fois matière et énergie. Bien sûr, et ça a été démontré moult fois. Voilà, et donc si on regarde le monde au travers juste de la matière, effectivement, se dire que la médecine peut être quantique, c'est n'importe quoi. Et on peut pas en vouloir aux personnes qui pensent ça. C'est juste qu'ils sont un petit peu en retard et qu'il faut qu'ils se mettent à la page. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui que la matière est à la fois onde et particule, elle est à la fois matière et énergie, c'est pas l'un ou l'autre. Elle est ondulatoire et elle est matière. Donc si elle est l'un et l'autre, ça veut dire que toute matière est aussi énergie. Si on regarde dans l'infinitésimal au niveau des particules, la particule, elle est à la fois ici et là-bas. Elle est à un endroit et à un autre endroit sous forme de potentiel. Je vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais en gros, nous sommes faits de particules. Donc, potentiellement, nous régissons aux lois de la physique quantique aussi en tant que biologie. Oui, en tant que biologie, puis en même temps, depuis Hippocrate, on sait que y a une force vitale qui fait que certaines opérations dans l'organisme, je pense notamment à la cicatrisation, etc. Après, on peut dire que ce sont des lymphocytes qui vont réparer que ceci, que cela, mais il y a quand même des champs magnétiques ou électromagnétiques, et d'ailleurs, on peut les mesurer avec un champ magnétique, ça se mesure. Bien sûr. Et on peut mesurer aussi la distance de ce fameux champ magnétique. Donc, résumer la santé ou la médecine à uniquement un aspect physique, c'est vrai que c'est un peu réducteur, à mon sens. C'est très réducteur, surtout que si on regarde, comme je le disais, on a la physique, il y a de la physique quantique, il y a de la chimie quantique, mais il me semble,
et là je parle au doc, il me semble, et tu l'as dit, que nous avons des réactions chimiques à l'intérieur de notre corps. Nous sommes soumis aux lois de la physique. Si on zoome à l'intérieur de notre main, à un moment on va avoir des atomes, avec à l'intérieur des atomes des particules élémentaires, et on va zoomer, et on est fait de vide avec des particules élémentaires. Oui, avec certains ont plus de vide que d'autres, notamment dans la tête. J'aurais pas été jusque-là, mais effectivement, il y a plus de matière noire chez certains. Oui. Alors, je dirais pas que nos politiques ont tous beaucoup de vide au dernier étage, mais effectivement, même dans le vide, le vide, c'est une notion tout à fait absolue, hein, comme la notion de temps. Et pour terminer sur ce découpage-là, sur cette démonstration-là, il y a des choses dans notre fonctionnement biologique que l'on n'est pas capable d'expliquer avec uniquement la matière. On a l'odorat. L'odorat, on nous a toujours dit que c'était une serrure et une clé, alors qu'en fait, non. On peut imaginer ça comme étant des molécules qui chantent à une zone en particulier, ce qui peut expliquer que on va avoir deux molécules différentes qui vont avoir la même odeur. La photosynthèse, où on se retrouve avec les rayons du soleil qui vont donner de la matière. Comment le tétard passe du tétard à la grenouille en un temps aussi court, si ce n'est par un effet quantique qu'on appelle l'effet tunnel. Les lois de la physique quantique sont dans notre corps. Oui, et aujourd'hui, pour rester sur le volet uniquement médecine, il est vrai qu'on ne connaît pas la totalité du fonctionnement du corps. La médecine a fait beaucoup de progrès, mais je prendrai tout ce qui est transmission au niveau du cerveau. On sait qu'il y a des transmissions. L'exemple typique étant les maladies neurodégénératives de type Alzheimer, où aujourd'hui, on sait qu'elle existe, la maladie, mais on n'en connaît pas vraiment l'étiologie. On a des pistes, mais parce qu'il y a aussi des domaines qu'on ne maîtrise pas. En fait, c'est juste de changer. La médecine quantique, c'est changer sa paire de lunettes sur le monde. C'est-à-dire, quand on a une vision matérialiste, effectivement, on ne regarde que la matière et ça donne la médecine que l'on a aujourd'hui. Par contre, quand on change de paire de lunettes, là, on se rend compte que tout est fréquentiel, tout est vibratoire, tout est énergie. Et le truc, c'est que ça demande de revoir intégralement la vision de la santé et de la médecine. Oui. Et je crois que ça ferait tomber beaucoup trop de choses. Oui. Alors, je rappelle quand même à tous les auditeurs qui nous écoutent qu'on a quand même besoin de la médecine, qu'elle a sa place. Bien sûr. Et que notre propos aujourd'hui, pas de dire qu'il faut se détourner de la médecine allopathique, parce que elle a fait de gros progrès. Grâce à elle, il y a quand même des vies qui sont sauvées. Mais ça serait de pouvoir un jour, moi, mon rêve en tant qu'ancien homéopathe, ce serait que toutes les professions et les professionnels sérieux puissent communiquer ensemble et travailler ensemble sur différents plans. Tout comme dans l'infiniment petit, c'est pas et la matière et les vibratoires, c'est les deux en même temps. C'est un tout, la santé holistique. Et on pourrait dater cette médecine quantique à quand ? Alors, il y a quelques dates qui sortent. On parle des années 70, des années 80. C'est très avancé en fait depuis très longtemps. Là, on est en 2025. C'est pas né de la dernière pluie. Et les endroits où c'est beaucoup plus avancé que chez nous, c'est tous les pays de l'Est, allant jusqu'à la Russie, qui utilisent ces technologies-là, parce qu'en fait, on va découler sur certaines technologies qu'on va utiliser en médecine quantique depuis 30, 40 ans en fait. Et il n'y a rien de nouveau. Oui, alors moi j'ai même trouvé que les Russes utilisent ça depuis bien plus longtemps que ça, puisque la première fois qu'ils l'ont utilisé, c'était pour le premier voyage dans l'espace de leur navette en 1961. Donc ça date pas d'hier. Non, et puis vraiment pour le coup, les Russes sont très avancés sur ces technologies-là. Les 3/4 des technologies qu'on trouve sur le marché aujourd'hui proviennent de Russie à la base, et ensuite il y a eu des copies en Allemagne, en République tchèque. Enfin voilà, il y a d'autres pays qui ont copié les dispositifs initiaux, mais en vrai, la Russie est très en avance sur ça depuis très longtemps. Et probablement qu'aujourd'hui, on n'a pas toutes ces informations. Et en cherchant un petit peu sur Internet, donc la science réfute complètement la médecine quantique. Or pourtant, quand on se balade sur le web, parce que
on y trouve de moult d'informations. J'ai trouvé que le docteur Nadine Schuster, qui était médecin, qui a eu un prix, qui a été lauréat du prix Denis Guichard, a fait des recherches et a travaillé sur la physique quantique et la médecine quantique, enfin le lien qu'on pouvait pour expliquer. Donc c'est quand même une médecin, donc une scientifique qui a été reconnue par les instances pour ses travaux. Il y a de nombreux usages des usages. Alors pourquoi ces attaques de certains scientifiques ou du corps médical en particulier qui dit que cette pratique n'a pas apporté scientifiquement la preuve de son efficacité, alors que ce sont des scientifiques qui ont développé. Les Russes, ce sont des ingénieurs qui ont mis au point certaines machines. Donc si un ingénieur, c'est pas un scientifique, je ne sais pas ce que c'est. Là, je crois qu'il faut revoir, pour répondre à ta question, la définition de science. Parce qu'aujourd'hui, la science, c'est devenu un dogme. C'est devenu une... Je vais essayer d'être le plus nuancé possible sur ce propos, mais dans mon livre Naturopathie quantique, je le suis moins. En fait, c'est devenu un dogme, une croyance basée sur la matière, sur ce paradigme matérialiste. Donc, automatiquement, dès qu'on sort de ce cadre-là, on ne peut se faire qu'attaquer et traiter de charlatan. Même si on est un véritable scientifique. C'est-à-dire que la science aujourd'hui, c'est le scientisme. C'est un dogme. La vraie science ne fait que se poser des questions et ne peut pas réfuter des hypothèses tant qu'on n'a pas la preuve que c'est vrai ou que c'est faux. Et pour pouvoir prouver quelque chose aujourd'hui, dans notre vision dogmatique du scientisme, eh bien, il faut qu'il y ait des protocoles particuliers. Ces protocoles-là ne peuvent pas être copiés-collés à d'autres visions du monde. Ouais, d'autres univers, effectivement, parce que les protocoles sont rigides, c'est un cadre rigide que l'on pose dans le cadre d'une recherche, et il faut s'y tenir. Donc, oui, et puis quand on est dans tout ce qui est rayonnement électromagnétique, t'en parlais justement tout à l'heure, eh bien, on est malheureusement bombardé en permanence de champs électromagnétiques. Donc ça veut dire que si on veut faire des analyses, eh bien, il faut se mettre dans des cages de Faraday, il faut se mettre dans des environnements pour permettre la répétabilité de certains phénomènes, comme si on rentre dans la mémoire de l'eau. En tant qu'ancien homéopathe, je parle à ta petite fibre. Il y a des choses que l'on peut difficilement répéter ou qui demandent des contextes particuliers de répétabilité. Après, je crois aussi mais c'est ma croyance, qu'il y a des personnes qui ont juste pas envie de faire l'effort intellectuel de regarder le monde autrement avec les dernières avancées. C'est vrai que regarder le monde différemment, ça implique aussi de se poser des questions, parce que sur soi-même, sur ses fonctionnements, sur comment je perçois le monde, comment je perçois. Et il est vrai que je reviendrai sur la mémoire de l'eau, parce que effectivement, en tant qu'homéopathe uniciste, ancien homéopathe uniciste, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Mais ça implique aussi de se poser les questions, quelle est ma place dans cet univers, qu'est-ce que j'y fais, qu'est-ce que la maladie m'apporte comme questionnement à avoir. Il y a juste à regarder le fait qu'en physique quantique, il y a une des expériences les plus connues, qui est l'expérience de la double fente. C'est une expérience qui permet de montrer que la matière est à la fois matière et ondulatoire. Eh bien, la conclusion de cette expérience-là, qui est encore une fois des plus connues, c'est que l'expérimentateur va influencer l'expérience. À partir du moment où il y a quelqu'un qui est là et qui pose son regard sur l'expérience, il va l'influencer. Bon, à partir du moment où on sait ça, on sait qu'on va influencer le résultat de toutes les expériences juste par notre propre présence. En parlant d'expérience, ça me fait penser à des expériences qui ont été menées sur des gens qui parlent, qui ont de la bienveillance envers une plante ou un bocal de riz. C'est plutôt prendre ça parce qu'on le voit beaucoup. Et puis un autre bocal où l'opérateur l'insulte tous les jours et le riz pourri. Est-ce que ça, on pourrait dire que c'est du quantique? Alors, si on extrapole, oui, parce qu'on va influencer la matière. On va influencer l'expérience de par ce que l'on va émettre. Une émotion, c'est une énergie, c'est une fréquence. Donc automatiquement, on va influencer sur les particules de riz de par juste ce que l'on va émettre comme champ. Parce qu'on pense qu'on est tous séparés les uns des autres, mais quand on sait le champ électromagnétique, qu'il soit thermique et qu'il soit électromagnétique de l'être humain, il est tellement large qu'en fait, on est tous interreliés en permanence. Et donc, oui, si je passe mon temps à insulter un grain de riz, il y a de fortes chances pour qu'il pourrisse autant qu'une plante se mette à mourir. Alors que si je lui transmets une vibration plus élevée, une vibration d'amour, voilà, une vibration d'amour, eh bien, la plante ou le riz va aller mieux. Sachant que ça, de toute manière, ça a été étudié. L'impact de la prière, l'impact
les personnes qui vont avoir une spiritualité, les gens qui vont avoir une foi, les gens qui vont être plus dans l'amour, tout ça, donc c'est un des livres que j'ai terminé d'écrire qui sortira l'année prochaine, sont des piliers de la santé. Et on le sait, et c'est documenté. Les personnes âgées qui vivent avec de belles relations, des relations d'amour, et souvent en couple, vont tenir plus longtemps, vont vivre plus longtemps et en meilleure santé. Donc cet impact-là, on pourrait dire qu'il est quantique. Alors on risque de se faire taper sur les doigts, mais on pourrait aller jusque-là. Allons-y, n'ayons pas peur. Non. Sur Radio Grand Lac, on n'a peur de rien. Mais effectivement, cette spiritualité, c'est intéressant parce que l'homme s'est déconnecté de son aspect spirituel depuis très longtemps, hein, plusieurs siècles. Parce que avant, les médecins ou les guérisseurs étaient des prêtres ou étaient des religieux et prenaient en compte la globalité de l'homme, à la fois le côté physique de l'humain, parce que on a besoin de traiter ce côté physique, mais aussi de travailler sur l'aspect spirituel, c'est-à-dire donner du sens à la maladie. C'était pareil pour la science. La science n'était pas séparée, et d'ailleurs tous les grands scientifiques le disent, hein. La plupart ont eu leurs illuminations par un flash, par une intuition, par quelque chose qui les a dépassés, Einstein le premier. Donc si on déconnecte la science de la spiritualité, eh bien on en vient à la science aujourd'hui. Oui, on en vient à la science où on découpe aujourd'hui, où on découpe et on oublie un peu qu'au milieu il y a un humain. Ouais. Mais je vais revenir sur la mémoire de l'eau parce que ce que tu dis c'est quand même assez intéressant, puisque la mémoire de l'eau ça a quand même été aussi la base des travaux de Beljanski et puis de Solomides sur leur traitement dans l'accompagnement des soins dégénératifs de type cancer, et ce sont des traitements qui sont complémentaires aux traitements de type chimiothérapie ou chirurgie, mais aujourd'hui qui sont décriés aussi, alors que moi j'ai vu des effets assez intéressants en accompagnement des traitements classiques. Je le rappelle, l'émission n'est pas là pour démonter la médecine officielle et puis se détourner, mais pourquoi on réfute pas tous les pays, non. Heureusement. Pourquoi ce n'est pas pris en compte alors que ça fonctionne? Et cette mémoire de l'eau, c'est un peu un message quantique ou c'est un peu une transmission d'énergie quantique? Alors pour le coup, la mémoire de l'eau, c'est comme tu le disais, c'est clairement pas nouveau. Et en fait, là, on se base sur les propriétés de l'eau. Alors, la mémoire de l'eau, ce qui est intéressant, c'est qu'entre ceux qui comprennent tout, qui n'arrivent pas à l'expliquer, et ceux qui comprennent rien et qui disent des conneries, finalement, il n'y a jamais personne qui arrive à s'entendre. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'eau est une molécule très particulière qui a des réactions anormales par rapport aux conditions physico-chimiques, normalement, ce à quoi on devrait s'attendre. Et on pourrait la résumer comme une espèce de disque dur qui prend en permanence de l'information et qui redonne de l'information. On peut comparer ça vraiment à un disque dur avec des 0 et des 1 en fonction de la forme de la molécule. Parce que dans ce vide, il y a de l'information. Cette information-là, elle est partout. Et donc, quand on utilise l'homéopathie, on va utiliser, plus la dilution est forte, moins il y aura de molécules, plus il y aura d'informations dans l'eau. Je précise l'homéopathie uniciste. Oui, c'est bien de le préciser. Je parle de la granule, je parle de la méthode. Donc, je reste dans la mémoire de l'eau. Donc vraiment, plus on va avoir une dilution forte, plus on va avoir d'informations, et c'est cette information-là qui va réagir avec notre propre corps. Et à tous les détracteurs de l'homéopathie, unicistes ou non, ça existe autre chose que l'unicisme? Pour certaines personnes. Pour tous les détracteurs qui disent c'est de la supercherie. Et même si c'était de l'effet placebo, qu'est-ce qu'on en a à foutre? L'essentiel, effectivement, là je te rejoins à 100%, l'effet placebo, on sait que dans tous les traitements, on a à peu près 14% d'effet placebo, ne serait-ce que quand un malade va voir son médecin, il sort, il est déjà mieux. Donc oui, si déjà les personnes guérissent avec l'effet placebo, pourquoi pas? Parce que l'objectif est quand même, l'objectif du soignant, c'est quand même que son malade aille mieux et guérisse. Donc, et quand on sait aussi que juste le fait que le cerveau ne fasse pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est faux. On a juste à imaginer une situation de stress pour que notre corps réagisse biologiquement avec toutes les hormones et les marqueurs de stress. Ça veut dire que nos croyances ont une influence sur notre biologie. Et ça a été démontré par de nombreux travaux. Il y a juste à regarder les ouvrages de Bruce Lipton ou d'autres scientifiques ou biologistes, Schneider, qui ont démontré ça. Donc oui, à partir du moment où
on croit que ça nous aide. C'est une grande partie du travail qui est fait. Alors, l'homéopathie, on sait que ça peut s'expliquer, et il y a même des études qui ont été faites sur le principe de fonctionnement. Mais même si c'est du placebo, moi honnêtement, j'en ai rien à faire. Ce qui est important, alors moi je vais te dire que ce n'est pas du placebo, puisque je sais. L'homéopathie, alors du temps des Égyptiens, on parlait plutôt d'élixir, mais les dilutions existent depuis la nuit des temps, et si cette médecine était inefficace, il y a bien longtemps qu'elle n'existerait plus. Bien sûr. Donc il y a vraiment, mais sous réserve d'être uniciste, hein, j'insiste un peu pour ma chapelle, c'est effectivement important, et cette énergie, elle peut voyager dans le temps. Et l'homéopathie, c'est pas uniquement parce que je me suis fait allumer il y a pas très longtemps par un pharmacien sur LinkedIn qui disait qu'il fallait grandir et arrêter de jouer avec des boules de sucre. C'est un matérialiste. Oui. Il y a juste la seule chose à répondre, c'est qu'il est matérialiste avec plein d'empathie et d'amour pour lui, c'est qu'il est juste dans sa réalité, sa vision du monde, et le pire là-dedans, c'est qu'il a raison dans sa vision du monde. Ah bah oui, parce qu'il est en accord avec lui-même, et ça c'est important, parce que le fait de pas être en accord avec soi-même, à un moment donné, ça s'appelle de la schizophrénie. Donc être en accord avec soi-même. Ce qui est regrettable, c'est que c'est la fermeture à d'autres univers ou d'autres choses, mais effectivement, ce sont souvent des peurs et des peurs collectives, hein. Et voilà. Je vous propose, chers auditeurs, c'est qu'on fasse une pause musicale. On se retrouve avec plein d'amour quantique après cette émission, après cette pause musicale, pardon. Et puis, je vous dis à tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par Nutrazur, laboratoire spécialisé dans les huiles essentielles par voie orale. Comment ça va? Doc Bruno parle de votre santé sur Radio Grand Lac. Alors, bon retour sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. Et après cette musique pleine d'amour, nous revenons avec Loïc Thermicien, je rappelle, là, qui est ingénieur maître en prévention des risques, naturopathe, auteur de nombreux ouvrages, dont 7 livres à succès. Pendant la pause musicale, Loïc me disait qu'il y a 5 livres en attente d'être publiés. J'imagine, Loïc, que tes livres, on peut les trouver sur Aix-les-Bains. Ah bah oui, dans toutes les bonnes librairies, on peut les trouver. Et si ils ne sont pas disponibles, faut leur demander, parce que voilà, autant encourager ces libraires. Oui, et puis tu peux même, ils peuvent te contacter et puis tu leur fais une petite dédicace avec de l'amour quantique, avec de l'amour quantique. Sur le livre. Alors revenons quand même à cette médecine quantique. Comment on peut faire le lien entre la médecine quantique d'un point de vue biologique avec la physique quantique? Quelle est la passerelle ou quel est le mode de fonctionnement? Alors, la passerelle, elle va être au niveau de l'infiniment petit. Même si on sait aujourd'hui que la physique quantique ne s'applique pas uniquement à l'infiniment petit. Il y a des expériences qui ont montré que une particule, donc quand je parle de particules, je parle d'électrons, je parle de photons, donc quelque chose d'extrêmement petit, va réagir exactement de la même manière qu'un acide aminé ou qu'un antibiotique, qu'on considère comme une macromolécule. Donc ça veut dire que tout est quantique, pas juste l'infiniment petit. Et quand on zoome donc à l'intérieur de soi, on voit qu'on est fait de particules élémentaires. Et si on veut faire le pont entre les deux, il y a juste à regarder qu'un électron, il va avoir, donc, ou une particule, va être matière et ondulation. Il va onduler à une certaine fréquence. Sauf que un atome a plusieurs particules, donc va avoir sa propre ondulation. Une molécule est faite de plusieurs atomes, qui va avoir sa propre signature ondulatoire. Une molécule plus grosse, une protéine, va être faite de plusieurs atomes, donc plus gros, donc sa propre signature ondulatoire. Une cellule est faite de tout un tas de molécules et va avoir sa propre signature ondulatoire. Un organe est fait d'un ensemble de cellules ayant leur propre cellule ondulatoire, donc je fais la démonstration jusqu'au bout. Oui, il faut aller jusqu'au bout. Donc un organe va avoir sa propre cellule ondulatoire, sa propre ondulation, et l'être humain, on est tous différents, on a tous des niveaux de cellules différents, des molécules différentes, des fonctionnements différents, donc on va avoir notre propre champ électromagnétique, on va appeler ça comme ça, ou signature ondulatoire. Et donc, il y a des dispositifs ou des chercheurs qui ont été en mesure de capter ou d'enregistrer la fréquence soit d'une cellule, soit d'un organe, soit d'un système. Et la manière pour la médecine quantique de pouvoir interagir avec ce système-là, eh bien, c'est d'envoyer la fréquence saine. C'est-à-dire que si on a un foie qui est fatigué, évidemment, il n'aura pas la même fréquence qu'un foie en très bonne santé et qui fonctionne bien.
Eh bien, il y a des machines dans lesquelles on a enregistré la fréquence et on est en mesure d'envoyer à l'organe la bonne fréquence et par principe de superposition de fréquences, eh bien on va un petit peu forcer l'organe à reprendre son fonctionnement naturel. Oui. Et là, je rejoins l'homéopathie, puisque le but de l'homéopathie, c'est ça, c'est qu'on envoie une fréquence de manière à ce que cette fameuse force vitale autoguérisseuse puisse inviter ou amener une réparation d'un organe ou d'un système. Et justement, en biologie, j'ai un autre exemple. Tu disais justement qu'il y a des messages qui passent entre les cellules et on comprend pas trop comment ça se passe. Eh bien, il y a une expérience qui a été faite où on a mis une personne dans une cage de Faraday, donc c'est-à-dire une espèce de cage en métal qui l'empêche de recevoir et d'émettre des champs électromagnétiques. En tout cas, il est protégé de ça. Et sans smartphone ? Et sans smartphone, ouais. Oh là là. Et on a prélevé juste avant des globules blancs à lui, qu'on a mis aussi dans une cage de Faraday. Donc les globules, donc ces cellules étaient séparées de lui dans des cages de Faraday, donc impossibilité d'avoir une communication électromagnétique entre les deux. Eh bien, quand l'être humain dans sa cage avait certaines émotions, certaines stimulations, on remarquait qu'il y avait une réaction automatique de ses propres globules. Et donc là, ça nous explique qu'il y a une communication, c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique, une communication entre des choses qui ont été en relation entre elles, plus rapide que la vitesse de la lumière et en dehors du champ électromagnétique. D'accord. Donc du coup, ça pourrait aussi être une explication, je pense, à des expériences qui ont été menées sur des apprentissages sur des singes à un bout de la planète, et puis à l'autre bout, à l'opposé de la planète, les mêmes singes arrivaient à répliquer cette expérience. Parce que là, on est dans quelque chose de quantique. Alors là, on peut expliquer ça via les théories de la physique quantique non seulement le quantique, mais en plus de ça, les visions ancestrales. Tu parlais des Égyptiens tout à l'heure. Pour les Égyptiens, le Noun était l'océan primordial dans lequel baignait avant la création tout ce qui est et existera sous forme de potentiel. Les alchimistes disaient la même chose. Ça veut dire que nous gravitons tous là dans une espèce d'environnement que l'on ne voit pas, dans lequel l'information de tout ce qui était, existe et existera existe sous forme de potentiel. Eh bien, ça veut dire que quand il y a une personne quelque part qui capte cette information-là, qui a l'idée ou qui apprend quelque chose, on prend l'exemple du singe que tu disais, eh bien, il est tout à fait possible que ce singe-là est intriqué et donc est en relation avec tous les individus de son espèce, et donc que le message se passe à vitesse supralumineuse entre les individus d'une même espèce. Alors ça, c'est intéressant, ça me fait je vais faire une petite parenthèse à cette émission. Aujourd'hui, on est dans un monde un peu chahuté, avec des conflits un peu de partout. Est-ce à dire que si avec cet aspect, si tout à chacun, ou si un maximum de personnes se mettaient dans une dynamique de paix, d'amour, et rayonne cet aspect, est-ce que le monde irait mieux? Et surtout, est-ce que les détraqués dirigeants pourraient arrêter? Alors, il y a des travaux qui ont été faits par Philippe Bobola, que j'ai vu la semaine dernière, et de mémoire c'est à Ibiza, où il a invité des personnes à se mettre à méditer avec la même fréquence et la même intention, et il a été observé, alors je me trompe peut-être sur les qualificatifs et sur les termes, mais une baisse de la criminalité quand dans la zone où les gens méditaient avec l'intention de méditer sur cette zone-là. Et en fait, oui, à partir du moment où on se met tous en résonance, donc c'est-à-dire à émettre le même champ électromagnétique, eh bien, il est tout à fait possible d'agir sur la réalité. Donc oui, potentiellement, si on a tous une intention de paix, eh bien, il n'y a pas de raison que des guerres arrivent. Alors, chers auditeurs, auditrices, auditeurs, je vous invite à méditer, mais tout au moins à essayer de travailler sur le stress, sur l'agressivité, et de diffuser un maximum d'amour, ce que l'on fait sur Radio Grand Lac. Et de couper sa télévision. Je crois qu'effectivement, le meilleur remède au stress, c'est d'éteindre la télé et d'écouter Radio Grand Lac, et puis de prendre Zen 1 de chez Nutrasur. Ça, c'est bien placé. Ça, c'était bien placé. Je te remercie de m'avoir ouvert cette porte. Donc, je reviens à un autre aspect plus santé. Là, tu parlais un petit peu de ces énergies, de ces ondes, et ondes, chez moi, ça m'a amené à l'esprit le micro-ondes. Oh! Voilà. Alors, moi, j'avais une théorie pour mes patients. Je leur disais, quand ils me parlaient qui cuisinaient tout au micro-ondes, je leur disais, peut-être que toi, tu connais comment savoir, parce que le micro-ondes, c'est pas forcément mauvais pour la santé. Il y a
une manière et une seule pour savoir si le micro-ondes est bon ou pas. Est-ce que tu connais? Dans la poubelle? Non. C'est quand même plus scientifique que ça. Pour savoir si votre micro-ondes est efficace, il faut au minimum que vous montiez à un 3e, 4e étage d'une habitation. Vous ouvrez la fenêtre, vous le jetez par la fenêtre. C'était pas loin. Et s'il fonctionne toujours, c'est un bon micro-ondes. Voilà. Ça, cette expérience, elle est scientifiquement prouvée. Voilà. Mais toi, qu'est-ce que tu peux me dire sur le micro-ondes? Que c'est une véritable merde. Avec pour paraphraser Jean-Pierre Coff, le micro-ondes, c'est poubelle, c'est une invention catastrophique. Alors c'est très pratique, mais il faut pas oublier qu'en fait, alors déjà ils sont très peu souvent bien isolés. Ça veut dire que quand on regarde le micro-ondes, ou que les enfants regardent le micro-ondes, ou les femmes enceintes devant le micro-ondes, ou les femmes qui veulent tomber enceintes, ou les hommes avec les testicules devant le micro-ondes, enfin faut qu'ils soient bas. Ou que les hommes soient grands. Ouais, ou c'est une catastrophe. Et en plus de ça, faut pas oublier que ça va agir sur les molécules d'eau. Ça va stresser les molécules d'eau. C'est ça, parce que le micro-ondes, probablement que tous nos auditrices et nos auditeurs le savent, ça marche par agitation moléculaire et c'est la friction entre les molécules qui fait que ça va chauffer. Et à la différence d'un chauffage normal, quand on met au four, ça chauffe de l'extérieur vers l'intérieur. Là, le micro-ondes chauffe de l'intérieur vers l'extérieur. Et d'ailleurs, il y a même je crois que c'est sur les carnets de santé à l'époque où il était écrit de ne surtout pas faire chauffer le lait au micro-ondes pour les bébés. Oui. Parce qu'en fait, ça change la configuration moléculaire des molécules de lait et ça le rend toxique. Oui, et les acides gras, notamment, d'être agités comme ça les passe en transe, de 6 à transe, et du coup, ça les rend toxiques. Et certaines molécules, y compris les acides aminés, on va avoir des formes qui ne vont pas être reconnues par l'organisme dans notre système digestif. Alors, c'est une expérience qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est un témoignage que j'ai eu de quelqu'un dont je tairai le nom parce qu'elle est assez connue, qui me disait qu'en fait, elle a son chien, donc son alimentation, elle prépare elle-même l'alimentation du chien et n'est pas réchauffée au micro-ondes. Et en fait, elle a dû partir pendant 2-3 mois à l'étranger, donc elle a laissé son chien à garder à des amis qui, eux, cuisinaient au micro-ondes. Son chien allait très bien, et au bout de 2-3 mois, avec la même alimentation, mais chauffée au micro-ondes, le chien avait développé des douleurs ostéo-articulaires qui ont passé dans les 2 mois qui ont suivi le retour à une alimentation normale. Donc, ça, c'est un exemple. Évidemment, c'est pas une étude scientifique, c'est juste un témoignage. Mais ça, et puis il y a plein de raisons potentielles pour lesquelles le chien était malade. Et puis oui, parce que là, certains diront oui, mais c'est parce que sa maîtresse n'était pas là, etc. C'est pour ça que j'ouvre la porte. Voilà, mais parce qu'on sait de toute manière que la santé, j'ai envie de dire, c'est corps, âme, esprit. C'est le corps, le physique et le psycho-émotionnel et puis la spiritualité. Mais des exemples comme ça, il y en a plein. Moi, j'ai une amie qui un jour me dit, j'arrive dans ma cuisine, les plantes elles poussent pas, et les mettait sur le micro-ondes. Et effectivement, elle avait constaté que toutes ces plantes crevaient les unes après les autres. Je lui ai dit, écoute, ta plante tu la mets ailleurs, tu vas voir que voilà. Et effectivement, elle s'est rendue compte. Mais c'est vrai que le micro-ondes, alors le micro-ondes, quelquefois j'entends des gens qui me disent, mais moi je chauffe que de l'eau. Et si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la mémoire de l'eau, ça veut dire qu'on va impulser ou on va induire dans ces molécules d'H2O, on va induire des messages qui sont délétères pour l'organisme. C'est surtout la forme de la molécule qui va varier. Enfin, ça a pas de sens. Et d'ailleurs, pour revenir sur les champs électromagnétiques, on parle là du micro-ondes, mais on peut parler du Wi-Fi, on peut parler de tout un tas de toutes ces cochonneries en fait qui sont invisibles et qui en vrai nous tuent parce que on peut utiliser les ondes électromagnétiques comme des armes et c'est utilisé par certaines armées. Et d'ailleurs moi quand j'avais vu dans une de mes formations justement sur les ondes électromagnétiques, notre prof nous disait si vous voulez faire un test sur l'impact des ondes électromagnétiques, c'est un jour par hasard vous avez un drone qui passe au-dessus de chez vous, même si c'est le drone du voisin pour vous espionner. Eh bien, vous avez juste à mettre votre Wi-Fi, la machine Wi-Fi pour Internet, là, dans une espèce de grosse boîte de conserve bien ronde, là, vous savez, les boîtes de conserve ou de grosse quantité, et vous l'allumez et vous visez le drone. Normalement, le drone finit à terre. C'est une expérience intéressante. Mais d'ailleurs, les forces de l'ordre ont des appareils pour neutraliser les drones, donc probablement. Je ne sais pas si c'est fait avec ça, mais il est fort probable que ce soit des ondes électromagnétiques. On est tous, on émet des biophotons, on émet de la lumière, on émet des champs électromagnétiques. Donc obligatoirement, on va interagir avec les champs électromagnétiques qui nous entourent. Et il faut faire extrêmement attention à ça. Mais du coup, est-ce que l'être humain ne
pourrait-il pas s'adapter à tous ces champs, parce que tout le monde n'est pas malade, tout le monde n'est pas sensible à toutes ces ondes. Alors, il va y avoir des ondes qui sont biocompatibles et des ondes qui ne le sont pas. Et c'est exactement la même chose pour tout. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir, de par leur épigénétique, de par leur génétique, pour plein de raisons, qui vont avoir une faculté à s'adapter, qui va être plus facile que les autres. Mais il faut jamais oublier un paramètre. L'homme est capable de s'adapter à tout, mais dans une durée précise. C'est-à-dire que l'homme, il s'adapte sur des générations et des générations et des générations. Il s'adapte pas sur une demi-génération. Donc en fait, oui, l'homme pourrait s'adapter à ça, mais ça va prendre du temps. Oui, et là je te rejoins parce qu'on a vu des adaptations sur certaines maladies au fil des siècles et des millénaires. Quelque chose que je voudrais que l'on parle un petit peu, alors le physioscan, parce que pour moi, quand on parle de médecine quantique, le premier mot qui me vient, c'est le physioscan. Alors pour les gens qui ne savent pas ou qui nous écoutent, ça a été inventé par un Russe, on parlait des Russes, Georges Lakhovsky. Alors c'est quelqu'un qui est né au 19e siècle, donc ça date pas d'hier, et qui a inventé cette machine, puisque lui partait du principe que l'organisme, notre organisme, c'est un peu comme un poste radio qui est à la fois émetteur et récepteur. C'est quoi le physioscan ? C'est une des machines, donc des technologies de biologie quantique ou de médecine quantique les plus connues, une des plus anciennes aussi, dont l'objectif est justement de par son fonctionnement, d'être en mesure de scanner l'organisme pour voir en fait si toutes les fréquences sont bonnes, s'il y a des fréquences qui devraient être là ou non. Et donc on est vraiment connecté à une machine informatique. Alors il y en a, on n'est pas en contact, il y en a, on est en contact. Enfin, il y a plein de technologies différentes. Celle-là, je sais plus exactement si on touche l'appareil ou pas. Alors celle-là, il y a un bandeau mis sur la tête, autour de la tête, et puis il y a deux petites palettes dans chaque main. Ok. Donc là, on est en contact. Donc en fait, la machine va faire passer un champ électromagnétique au travers de l'individu. Est-ce qu'on peut faire passer pour certaines personnes du 380 volts? Pas avec le physioscan, mais avec 2 doigts dans une prise, c'est jouable. Ça marche, ok. Voilà. Donc va faire passer un champ électromagnétique et même plusieurs champs électromagnétiques, et parfois c'est même des centaines de champs électromagnétiques différents pour aller regarder en fait les résonances avec l'organisme. Et en fait, à partir du moment où il détecte quelque chose qui n'est pas censé être là, eh bien, ça va être affiché sur un logiciel et il va y avoir des fréquences de correction qui vont être envoyées. Donc d'abord, c'est un scan de l'organisme. On regarde, faut jamais oublier que dans la base de données de l'appareil, en amont, on sait quelles sont les fréquences des organes. Il y a un maximum de data qui. Voilà, c'est très scientifique du coup comme appareil. Ah oui, il y a toutes les fréquences des micro-organismes, des virus, des émotions. Enfin voilà, ça vraiment, encore une fois, ça date pas d'hier. Et une fois que le scan est fait, la machine est en mesure de voir qu'est-ce qui ne va pas en termes fréquentiels dans l'organisme, et donc de proposer un rééquilibrage et donc d'envoyer au corps les bonnes fréquences pour le remettre en harmonie. Et comment du coup le corps, supposons que ce soit la fréquence du foie qui est pas bonne, donc la machine envoie un champ électromagnétique ou une onde pour le rééquilibrer, comment cette onde, elle sait qu'elle va arriver sur le foie ou qu'elle doit aller sur le foie ? C'est plutôt le foie qui va capter que c'est l'onde qui lui correspond. D'accord, c'est pas l'onde qui dit tiens, hop, le foie c'est... Non, parce que l'onde est envoyée dans tous les organes, sauf que ce qu'on cherche, c'est une mise en résonance. Donc à partir du moment où l'organe reconnaît la fréquence qui lui est adaptée, eh bien là, c'est ce qu'on appelle ça rentre en résonance, ça potentialise et ça permet de rééquilibrer et donc de forcer un petit peu la machine à redevenir normale. D'accord, et donc ça va pas, un organe qui est sain, lui, ça va pas le dérégler par une fréquence qui lui est pas adaptée. Non. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que cet appareil, le physioscan, il a été utilisé la première fois lors du premier vol spatial, j'en parlais au début de cette émission, en Russie en 1961. Bah oui. C'était même pas né. Comme quoi. Ça rajeunit, tout ça. Non, mais c'est des technologies, on le disait au tout début de l'émission, qui sont anciennes. C'est juste que c'est nous qui sommes arriérés. C'est nous, avec notre vision matérialiste de pseudo-occidentaux de base, à pas vouloir voir ce qui se fait ailleurs dans le monde, à ne pas vouloir, à ne plus avoir la curiosité scientifique et noble de se dire, mais il y a peut-être d'autres choses qui se font ailleurs. Il y a juste à regarder, il y a juste à traverser la frontière pour aller en Allemagne. En Allemagne, c'est des choses qui sont utilisées. Il y a même, dans certains pays, c'est même ancré dans les hôpitaux. C'est normal, ça fait partie de leur arsenal médical normal. Nous, encore une fois, c'est notre vision scientifique, scientiste, devrais-je dire, des choses et matérialiste, qui fait qu'on va se bloquer sur ça, alors que
Mais même, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, et même si c'était du placebo, si ça guérit, ou si la personne va mieux, on s'en fout en fait. Oui, l'intérêt c'est que la personne elle aille mieux. Mais de dire c'est du charlatanisme, c'est des dérives sectaires, je trouve que c'est moyenâgeux comme comportement. Oui, parce qu'on pourrait dire du coup, parce que la définition même du mot secte, c'est de rester dans un cadre fermé. Et si on reste dans le cadre uniquement de la science, voilà. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la science pure et dure est une secte? La question est posée, j'ai pas la réponse. En tout cas, il y a des parties de la science qui sont, ou en tout cas des manières de penser scientifiques dont je tairai le nom, qui sont étudiées en France dans 2 universités et qui ont le mode de fonctionnement d'une véritable dérive sectaire. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est eux qui vont dénoncer les dérives sectaires. Je trouve ça magique. Oui, c'est parce ironique. Que les personnes sont centrées sur leur sujet d'étude ou sur leurs croyances et du coup n'acceptent pas les autres. Parce que cet astronaute russe en 61, lui, ses problèmes de santé, quand il était là-haut, il pouvait pas appeler son doc en disant j'ai problème et notamment les problèmes de stress, etc. On peut trouver les écrits du retour de cet astronaute qui disait que lui la machine lui a permis de retrouver des équilibres, de retrouver un mieux-être. Ouais. Alors oui, peut-être que c'est le placebo, mais en tout cas il y a quand même pas mal c'est une machine quand même inventée par un ingénieur qui a mis au point toutes ces datas, tous ces systèmes. Donc oui, puis si ça avait été la seule machine dans un coin, je veux bien. Mais depuis, des duplicata de cette machine-là, il y en a des dizaines et des dizaines. Oui, parce que c'est courant aux États-Unis, c'est courant en Russie, c'est courant en Allemagne. Enfin, il y a un moment, faut se réveiller un petit peu et mettre son ego de coq français de côté, je crois. Oui, alors je dirais que l'ego, tout le monde devrait le travailler de manière à ouvrir un peu plus ces champs de vision. Alors quel avenir pour cette pratique de la médecine quantique selon toi? Est-ce que c'est vraiment quelque chose, une médecine que les autorités vont faire taire et supprimer, ou est-ce que c'est quand même quelque chose qui a un jour la possibilité de rentrer dans le cadre de la prise en charge des patients de manière un peu officielle? Je prendrais en parallèle, il y a 30 ans, parler dans le milieu hospitalier ou médical pur, de dire que les patients voyaient un magnétiseur, c'était dangereux, alors qu'aujourd'hui, des magnétiseurs coupeurs de feu, il y en a dans tous les centres de Grand Brûlé, quoi. Je crois qu'on va pas avoir le choix. On reste en France, on reste un pays gaulois, on reste le Gaulois réfractaire, pour citer quelqu'un que je ne nommerai pas. Et on est obligé à un moment d'y aller. Alors oui, on aura beaucoup de retard par rapport aux autres, ça c'est sûr. Mais je crois qu'on nous mettra des bâtons dans les roues comme à chaque fois, parce qu'il y a, je crois, des lobbies qui sont très tenaces en France. Pas qu'en France d'ailleurs. Pas qu'en France, mais disons que on met quand même de bons boulets sur ces sujets-là, et on voit qu'il y a des choses qui n'avancent pas du tout, qui sont très lentes. Mais quand le monde avance, il y a un moment, si on veut pas être la dernière roue du carrosse, comme on dirait au Québec, on finit par bouger. C'est la même chose sur les thérapies assistées par psychédéliques. C'est la même chose pour tout un tas de sujets où, à un moment, on se rend compte que ça marche, et il y a de plus en plus de praticiens de nouvelle génération qui vont de facto se mettre à guider ou à proposer ces approches-là, parce qu'on voit que ça finit par marcher, donc pourquoi s'en priver? Oui. Alors j'espère qu'un jour toutes ces techniques pourront être à disposition du plus grand nombre de personnes et que ce soit reconnu. Alors nous en France, tu parlais du retard. Il est vrai que la profession d'ostéopathe est reconnue depuis pas très longtemps. Je n'ai pas la date exacte en tête, mais ça fait une dizaine d'années que c'est reconnu, alors que aux États-Unis, les chiropracteurs, ça fait des décennies qu'ils sont reconnus, quoi. Alors c'est pas exactement la même chose le chiro aux États-Unis, qui peut être un peu... J'ai de drôles images du chiro québécois, avec leur machine de torture et l'ostéo, mais en fait, c'est la même chose. Et puis, c'est la même chose pour la naturopathie. Tu citais mon livre Naturopathie quantique tout à l'heure, et en fait, c'est vrai que là, je me tire une balle dans le pied avec les deux termes, naturopathie et quantique. Alors là, deux handicaps dans la même phrase. Clairement. Mais aujourd'hui, on a aussi un problème, c'est que le mot quantique est utilisé pour dire, dans 90% des cas, n'importe quoi. Et c'est pour ça que je te remercie pour cette émission-là, parce que c'est important de remettre
un petit peu de lettre de noblesse à ce terme-là. Qui est un terme de science à la base et qui est tellement galvaudé à tout et n'importe quoi que personnellement je peux pas en vouloir aux gens qui disent encore un truc quantique à la con, etc. et tout. Parce que c'est vrai que dans les 3 quarts des cas c'est encore un truc quantique à la con, mais faut être en mesure de le reposer. Et je me souviens quand j'ai écrit le livre, j'ai été pas mal menacé par des pseudo-scientifiques, etc. et tout qui voulaient le détruire. Et en vrai, comme il est préfacé par Emmanuel Ransford, qui est un chercheur indépendant en physique quantique, polytechnicien, en fait, il n'a pas été attaqué parce qu'on se base sur de la science et des théories scientifiques. Et oui, j'ai envie de dire que pas très loin d'ici, un petit peu de publicité pour la Suisse, le CERN. Bah oui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient la physique quantique. Bah oui, c'est ça. En fait, c'est juste de pas utiliser, d'essayer de redonner à ce mot-là ses lettres de noblesse pour justement qu'il garde de son crédit ou qu'il retrouve de son crédit. Et c'est pour ça que moi, quand les gens découvrent le livre, ils sont surpris. Parce que la moitié du livre, c'est de la physique, c'est de la physique quantique, quoi. Chers auditeurs, moi je vous invite à vous procurer le livre de Loïc Ternicien, Naturopathie quantique. Loïc, je te remercie d'avoir participé à cette émission. Oui, je voulais juste dire, et pour les personnes qui ont envie peut-être d'aller plus loin ou juste de découvrir, je donne des stages à Aix sur la découverte de la naturo-quantique ou de d'autres approches, donc c'est peut-être plus facile qu'un livre. Voilà, tapez sur un moteur de recherche Loïc Ternicien et vous trouverez toutes les informations. Oui. Attends, donc je te remercie. Je remercie Radio Grand Lac pour cette émission. Alors, à 12h15, vous retrouverez Jo pour le jeu du mouvement. Et puis, à 16h, place au possible avec Camille et Julie. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, un excellent mois, et on se retrouve le mois prochain, toujours avec grand plaisir pour ce petit quart d'heure, ça fait un peu plus d'un quart d'heure que nous sommes à l'antenne, qui passe très vite. Voilà, belle journée à toutes et à tous. Au revoir. 92.1. Les bonnes ondes de Radio Grand Lac.